Ok. Je vais parler français, puisque je suis catalan, donc il est logique que je parle le français. Je vais vous parler d'un deuxième aspect de l'espace. Donc vous avez vu avec Didier, qui est donc le premier extraterrestre de la journée. Moi, je suis le second de la journée. Lui est plus extraterrestre que moi parce qu'il est grand et il ressemble un peu plus à E.T. Je pense que vous vous souvenez de E.T. de Spielberg. Que moi-même, et donc je vais vous parler des satellites dans la vie de tous les jours. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs et la Fondation Schiller pour m'avoir invité à parler de ce thème que je considère passionnant et intéressant. Peut-être je me présente, la première diapo, j'ai été médecin pendant 15 ans, j'étais à la faculté de médecine de Toulouse en neuropsychiatrie. Et puis au bout de 15 ans, j'ai absolument changé ma vie puisque j'ai pris une sous-direction au CNES chargée des applications spatiales, des applications sociétales, des brevets, des transferts de technologies, etc. etc. Et c'est à ce titre-là que j'ai terminé mon travail le 1er juillet dernier, puisque je suis à la retraite. Et donc, mais je continue à défendre ce que les satellites, globalement, peuvent amener aux citoyens. Le thème de vos journées, de votre conférence, c'est un nouveau paradigme pour le service de la civilisation. Attends. Ça, c'est E.T. Oui, ça c'est E.T., mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Non, c'est moi qui fais. Tu le laisses. J'ai mis la première. Ouais. Merci. Alors, le paradigme, c'est un mot qui, en français, peut correspondre à un ensemble d'idées qui bien souvent permettent d'aboutir à une idée originale. J'insiste sur le mot original. Et nous verrons que ces idées, il est obligatoire pour les mener à terme, il est obligatoire d'innover. Le mot innovation est un mot qui m'a toujours guidé dans ma carrière, que ce soit dans ma carrière de médecin ou dans ma carrière au CNES, et vous comprendrez pourquoi. Ces idées, elles peuvent être soit technologiques, soit méthodologiques, soit humanitaires, soit humanistes. Mais dans tous les cas, elles sont issues de la recherche scientifique de base, comme l'a mentionné Didier, pour l'exploration spatiale au sens large du terme, et cette recherche scientifique aboutissant systématiquement, ou dans 95% des cas, à de la recherche appliquée, amenant un bien-être à une population, à un pays, à un continent, ou à des êtres humains. Alors mon exposé sera divisé en 4 parties. Pourquoi innover dans le domaine que j'ai appelé Health and Satellites, c'est-à-dire santé et satellites, à propos de 2 exemples concrets, je vous donnerai 2 exemples concrets. Donc pourquoi innover? Ensuite, je vous donnerai les exemples pratiques, 2 exemples, un exemple sur l'environnement et un exemple qui nous touche à nous tous, au moins à 7,5% de la population qui est dans cette salle. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure, je ne vous le dis pas tout de suite. Et ensuite, je donnerai quelques conclusions et quelques recommandations en matière d'innovation. Alors, actuellement, donc, je suis à la retraite et je travaille donc dans un institut. Enfin, je consulte auprès d'un institut qui s'appelle l'Institut de médecine spatiale de Toulouse, qui avait été créé à l'époque où l'Agence spatiale européenne et le CNES et le DLR en Allemagne avaient décidé de participer à un projet qui s'appelait le projet Hermes, qui a été abandonné pour des raisons politiques. Alors, les premiers thèmes, je crois qu'il est important de dire que le monde est en train de changer. Alors là, je me place en tant que médecin. Je ne vais pas parler de tous les changements belliqueux, pas belliqueux, des uns, des autres, de l'énergie, etc., etc. Je me place en tant que simple médecin au service de la population, quel que soit le pays, quel que soit le continent, quelle que soit la langue. Le monde est en train de changer et il va continuer à changer. Alors, il change sur le plan médical parce que les populations vieillissent, et ça, quelle que soit la population, qu'on soit en Espagne, en Catalogne, non, en Espagne globalement, pardon, en France ou en Amérique ou au Moyen-Orient, la population vieillit, et quelle est la conséquence immédiate au niveau de la santé publique? C'est que des maladies chroniques
qui n'existaient pas ou qui étaient en faible quantité auparavant vont aujourd'hui être multipliés par 2, voire par 3, voire par 4. Une étude récente a été donnée au ministère de la Santé français, au cours de laquelle il a été dit que si on ne faisait rien, si le gouvernement français, et je parle pour tous les gouvernements européens, et même tous les gouvernements de la planète, si les gouvernements ne font rien en termes de lutte contre l'obésité, eh bien 25% de la population européenne sera obèse dans 30 ans, dans moins de 30 ans. Qui dit obésité dit toutes les maladies chroniques, dont le diabète. Aujourd'hui, 7% des Français sont diabétiques. 6,2% des Allemands sont diabétiques. 5% des Chinois sont diabétiques. Vous multipliez 5% par 1,3 milliard. Regardez le laboratoire pharmaceutique qui fabrique de l'insuline en Chine, il fait du business. Donc, la population vieillit, c'est un facteur de changement. Il y a également comme facteur de changement de nouvelles pratiques sociétales avec tout ce qui est télé quelque chose et domotique. Télé quelque chose, domotique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans notre fauteuil à la maison, il suffit d'appuyer sur un ordinateur, il suffit d'appuyer sur un bouton, il suffit d'appuyer sur n'importe quoi, et tout se fait tout seul. Et je ne fais plus rien, je ne fais que la sieste, manger, dormir, la sieste, manger. Je deviens donc sédentaire, deuxième facteur de changement relativement important. Nous avons, hélas, pour des raisons de crise, au moins en Europe, et surtout en Europe du Sud, nous avons de moins en moins de monnaie, donc il faut d'argent. Donc il faut qu'on ait des approches que je qualifierais de pragmatiques et de pratiques. On assiste à des évolutions technologiques et scientifiques, notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, que ce soit par les réseaux terrestres ou les réseaux satellitaires, que ce soit au niveau des nanotechnologies, que ce soit encore au niveau des biocapteurs, des biosenseurs. Et ceci va aboutir à la genèse de nouveaux services, donc de nouveaux métiers, donc de nouveaux emplois. Et enfin, sur le plan médical, alors je ne sais pas si en Allemagne c'est une réalité, mais en France, en Espagne, en Italie et dans pas mal de pays d'Europe, eh bien, on assiste à une démédicalisation des professionnels de santé. Il y a de moins en moins de médecins, il y a de moins en moins d'infirmières, et ceci va poser un problème. Donc, il est absolument nécessaire d'inclure dans tous ces changements des réflexions sur la santé publique, et vous verrez ce que l'espace peut amener. Très rapidement, en termes de nouvelles technologies, eh bien, elles apparaissent de plus en plus, comme vous le savez, et on le voit souvent dans les journaux, on le voit souvent dans les journaux télévisés des différentes chaînes de télévision, quel que soit le pays sur la planète. Eh bien, en termes de technologies qui sont en développement et dont les résultats sont de plus en plus positifs, il y a tout ce qui est la robotique, tout ce qui est la téléchirurgie, toute l'imagerie médicale. Moi, quand j'ai fait ma neurologie, c'était en 1970 ou 71. Quand j'avais un malade qui arrivait et qui était hémiplégique, qui avait fait un accident vasculaire cérébral, eh bien, je n'avais pas de scanner X. Je n'avais pas d'IRM. Comment fallait-il que je fasse le diagnostic? C'était comme si j'étais un peu un vétérinaire. Donc, aujourd'hui, les technologies évoluent. Et aussi, ce qui évolue, ce sont les technologies de l'information et de la communication. Donc toutes ces évolutions ouvrent des perspectives en termes de consultation, et vous le verrez tout à l'heure, dans des sites isolés, en termes de personnalisation des actes médicaux ou de coaching d'un individu, en termes de téléconsultation, de téléexpertise, et en termes de suivi de la santé chez soi sans avoir à se déplacer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'essentiellement, dans 5, 6, 10 ans, nous sommes tous, du moins les professionnels de santé qui s'intéressent aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et aux transmissions, qu'elles soient satellitaires ou terrestres, que le malade de l'an 2020 ira de moins en moins à l'hôpital, mais que ce sera l'hôpital qui viendra chez lui. Parce qu'il aura
un certain nombre de capteurs, il aura un certain nombre d'outils, il aura toute une panoplie de systèmes technologiques qui permettront de le suivre et de faire du diagnostic. Hein? J'en viens aux satellites maintenant. Les satellites, c'est comme les fusées. Il faut se l'avouer, il ne faut pas se voiler la face. Les satellites, bien souvent, tout comme les fusées, répondent à des demandes militaires, dans un premier temps. Mais heureusement, il y a dans ces agences spatiales, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie aussi, en Europe et en France et au DLR en Allemagne, il y a des gens qui sont relativement humanistes et qui essaient de trouver quand même des applications civiles à ces premières utilisations satellitaires. Je rappelle que les SATCOM, les satellites de télécommunication, le premier satellite de télécommunication français s'appelait Astérix. Non, c'était le petit Astérix. Donc c'était un satellite qui avait été fait en cachette, sur ordre du général de Gaulle, tout simplement parce qu'un militaire avait expliqué au général de Gaulle que ce satellite permettrait d'écouter et de transmettre des informations très 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 vite. Alors qu'à l'époque, on en était encore aux morses. C'était les années 67, 66, 67. C'est ce premier satellite qui a préfiguré les satellites Télécom 1A, Télécom 1B, etc. Les satellites de positionnement et de navigation, ou GPS, ils ont été développés par qui? Ils ont été développés par les Américains et par le ministère de la Défense, à l'occasion de la première guerre du Golfe. C'est la première fois qu'on a vu sur le marché sortir un certain nombre de GPS. Aujourd'hui, le marché GPS et le marché Galileo de demain est un marché qui est énorme. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure. Et le dernier type de satellite, qui est le satellite d'observation de la Terre, qui était fait à la demande, là aussi, des militaires, pour espionner les armées des uns contre les autres, etc., etc., aujourd'hui sont utilisés dans des domaines variés, partant de l'agriculture à l'énergie, on l'a vu ce matin sur les nappes phréatiques dans certains déserts, à la téléépidémiologie, vous le verrez tout à l'heure, je vous donnerai des exemples. Donc aujourd'hui, la plupart des satellites sont construits dans des buts civils, que ce soit observation, que ce soit localisation ou que ce soit télécommunication. Le marché annuel des services qui utilisent à 100% les satellites civils, les marchés civils, je ne parle pas d'images de telle armée contre telle autre armée ou d'espionnite ou de ce que l'on veut. C'est 100 milliards d'euros par an, répartis de la manière suivante. 75% de ces 100 milliards sont rapportés par les satellites de télécommunication. Et il faut savoir que sur ces 75 milliards d'euros, eh bien 90% correspondent à des bouquets de télévision. Canalsat, Astra, Eutelsat, etc., etc. 23% de ces 100 milliards, c'est-à-dire 23 milliards, représentent tout ce qui est GPS et Galileo. Donc c'est les TomTom et tout ce que l'on veut, les échanges bancaires, l'architecture de précision, les chantiers. Et puis seulement 2%, 2 milliards, correspondent à de l'observation de la Terre. Alors, comment peut-on expliquer ces différences? Moi, j'ai une explication qui est celle que j'ai vécue pendant un certain nombre d'années au CNES. C'est que là, quand on a défini ces satellites, ils correspondaient toujours à des besoins sociétaux, des besoins qui avaient été exprimés par de potentiels utilisateurs, des agriculteurs, des urbanistes, peu importe le métier, mais des gens qui allaient utiliser et qui comprenaient pourquoi le satellite allait amener un plus à leur problématique. Alors que pour l'observation de la Terre, eh bien, ça a été du push qui a été fait. C'est le DLR, c'est la NOAA, c'est le CNES, c'est l'Agence spatiale européenne qui a envoyé ces ingénieurs, lesquels ingénieurs ont fait plus de l'imagerie
des techniques d'imagerie qui, une fois ces techniques d'imagerie bien développées, les ont mises sur des plateformes et là, se sont retrouvés avec des satellites au-dessus de nos têtes sans trop quoi en faire. Et c'est la triste réalité aujourd'hui du programme GMES. Alors, 1997, pour le CNES, a été une année où, pour mes collègues et concitoyens français, importante, parce que nous avons eu un ministre de tutelle qui s'intéressait beaucoup aux mammouths à l'époque, qui était M. Claude Allègre. Je pense que mes collègues français se souviennent de pourquoi ce monsieur s'intéressait aux mammouths et aux éléphants. Et il avait demandé au CNES, au président du CNES, de répondre à la question suivante. Est-ce que les satellites peuvent aider à la santé publique, oui ou non? Remettez-moi un rapport dans 6 mois ou 8 mois. Donc le président du CNES, étant le seul médecin au CNES, m'a demandé de monter un groupe de travail et de rendre un rapport au bout de 6 à 9 mois. Donc pour moi, j'avais deux possibilités. Soit je montais un groupe de travail dit push, c'est-à-dire avec les ingénieurs du CNES, avec les ingénieurs de l'ESA, avec les ingénieurs du DLR avec qui on collaborait. L'ASI, c'est-à-dire l'Agence spatiale italienne, à l'époque n'existait pas. Et donc, soit c'était ces gens-là, soit je prenais des utilisateurs, c'est-à-dire des représentants des médecins, des représentants de chirurgiens, des représentants de corps d'infirmiers, des représentants de patients, des représentants de tout ce que vous voulez, du corps médical et des malades. C'est ce que j'ai préféré faire. Et là, ces gens-là ont sorti 4 thématiques. Et aujourd'hui, je ne vous parlerai que de 2. La première thématique, c'est ce qu'on appelle la téléconsultation sur site isolé. Vous verrez en quoi ça consiste. La deuxième, la téléépidémiologie. Épidémiologie, il fallait que ce soit ici. Vous verrez également en quoi ça consiste. Je vous donnerai des exemples. Et les autres étant des simples, que ce soit l'éducation ou le monitoring à domicile, c'est du simple transmission de données ou de collecte et de transmission de données automatiques. Alors, la téléconsultation, c'est ce qu'on appelle la santé dans les zones isolées. Et quelles sont les contributions des satellites de télécommunication? Alors, il faut d'abord comprendre ce qu'est une zone isolée. Une zone isolée, c'est une zone qui est géographiquement isolée, c'est-à-dire c'est le fin fond de l'Amazonie, c'est le fin fond d'un désert, c'est l'arrière-pays niçois, c'est-à-dire l'arrière-pays niçois, c'est très isolé, puisque si on veut faire une échographie en urgence, il faut attendre entre 7 heures et 12 jours. Donc, et c'est à 100 km de Nice. Donc, c'est une zone qui est géographiquement isolée. La Guyane française, par exemple, il y a en Guyane 250 000 habitants, qui sont tous français. Sur les 250 000, il y en a 102 000 qui habitent dans des régions qui sont situées à 2 heures en hélicoptère du premier hôpital. Donc, et en Amazonie brésilienne, idem. Donc, vous voyez, il y a donc ça, c'est la notion de zone isolée, géographiquement isolée. Zone isolée après une catastrophe naturelle ou industrielle. Moi, j'ai vécu, alors pour les Français, peut-être ils s'en souviennent, la catastrophe d'AZF à Toulouse. AZF à Toulouse, c'est une usine d'engrais qui a explosé, qui a fait 33 morts, vous me direz c'est pas beaucoup, mais qui a fait 37 000 hospitalisations en 2 jours. Quand même, il y a eu 37 000 blessés. Et il y a eu tout un quartier de Toulouse qui a été effacé. Donc on ne comprend pas comment il n'y a pas eu plus de morts. Donc là, la seule façon, pendant les 2 premiers jours d'AZF, que les médecins pouvaient communiquer entre eux, que les secours pouvaient communiquer avec les hôpitaux, que les hôpitaux pouvaient communiquer entre eux, c'était le satellite. Donc ça a été considéré comme une zone isolée. Quand il y a un tremblement de terre, quand il y a un tsunami, la première chose, quand il y a un coup d'État aussi, la première chose qui ne marche plus ou qui est pris d'assaut, ce sont les systèmes de télécommunication terrestres. Donc quand on a des satellites de télécommunication ou de positionnement, ça va très bien. C'est pour cela que Hugo Chavez a réussi à s'échapper il y a 7 à 8 ans à peu près, quand il avait été enlevé par la CIA et la police secrète espagnole. Donc, parce qu'il avait tout simplement dans sa poche
un système GPS que son épouse, son épouse lui avait offert. Et donc il a pu être repéré très vite. Autre type de notion de site isolé, les bateaux, les avions, les expéditions civiles ou militaires. Un avion comme l'Airbus A380, pour certaines compagnies charter, c'est 1052 passagers. 1052 passagers sur 15 heures non-stop, il y a toujours un problème à bord, médical, que les hôtesses ne peuvent pas résoudre. Et que les médecins ne veulent pas résoudre, parce que quand on demande dans un avion, du moins en France, s'il y a un médecin à bord, le médecin, il se fait petit, il se planque, il va se cacher dans les toilettes et il ne ressort plus, pour des raisons de responsabilité, puisque les Français, sur ce modèle-là de la responsabilité médicale à bord des avions, copient tout bêtement les Américains. Et puis, notion de site isolé, ce que je disais tout à l'heure pour la région de Nice, un manque crucial de professionnels de santé, que ce soit dans des sites isolés géographiquement ou que ce soit dans des régions habitées de métropoles ou d'ailleurs. Alors, quelques outils qui ont été développés grâce au spatial pour la santé publique. Alors, je vais commencer par celui-là parce que c'est Didier Schmitt qui l'a développé. Enfin, c'est Didier Schmitt, non, parce que je crois qu'il en serait incapable. Mais c'est lui qui a donné les sous. En fait, c'est un système d'échographie avec une sonde que vous voyez là, qui est positionnée sur le ventre d'un patient ou sur une partie de l'anatomie du patient. Et la sonde, elle va être bougée par un joystick qui, lui, va être à 100 km, à 1000 km, à 15 000 km, ou dans la pièce à côté. Donc c'est de la télééchographie à distance. Donc ça, ce sont des outils aujourd'hui qui sont réels, qui existent, qui sont vendus. Des PME, il y a 3 PME en France qui ont été créées et qui fabriquent ce type de matériel. Ceci est un autre produit qui est un camion. Vous voyez, c'est un camion tout bête. Je le détaillerai un peu plus tout à l'heure. Au-dessus duquel il y a une antenne satellitaire qui permet de transmettre des images, qui permet de transmettre des données et des fichiers relativement lourds de l'endroit où se trouve ce camion, on y reviendra tout à l'heure, et vers les hôpitaux. Ça, ce sont des outils d'urgence médicale, puisqu'on a dit tout à l'heure que la première chose qui était rompue ou qui disparaissait lors d'une catastrophe naturelle, ce sont les télécommunications. Ce sont des outils qui ont été déployés pour la protection civile française. Vous voyez les deux, là, ce sont des containers. Et ça, c'était lors de la crise d'Haïti, du tremblement de terre d'Haïti de janvier il y a 2 ans. Et là, c'est un petit outil qui est aujourd'hui encore plus miniaturisé que ça, qui correspond à un ordinateur, des systèmes d'électrocardiographie, de mesure de la pression artérielle, enfin 2 paramètres médicaux qui sont collectés et transmis automatiquement vers les hôpitaux. Alors, le projet Diabsat, c'est le camion. C'est quoi? Diabsat, ça veut dire diab de diabétique, sat de satellite. Alors, pourquoi on va associer du sucre à des satellites? Ce n'est pas en termes d'énergie. Ce n'est pas pour donner de l'énergie ou du pouvoir aux satellites. C'est tout simplement qu'en France, en Espagne, en Italie, dans beaucoup de pays européens, il y a comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de diabétiques. Ces diabétiques ne sont pas au courant, dans 80% des cas, qu'ils sont diabétiques. Et ils se rendent compte qu'ils sont diabétiques parce qu'ils font une complication de leur diabétique. Et il y a 4 complications qui sont mortelles. Il y a le fait de devenir aveugle, il y a le fait de faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, le fait de perdre la totalité de ses reins et le fait de perdre toute la sensibilité des membres inférieurs. Donc pour avoir des rendez-vous dans les pays européens, à la fois d'un ophtalmo, d'un neurologue, d'un cardiologue et d'un néphrologue, je vous dis pas, c'est le parcours du combattant. Un ophtalmo à Paris, c'est minimum 6 mois. Un ophtalmo à Toulouse, c'est entre 12 et 15 mois pour avoir un rendez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis tous les examens qui correspondent à ces 4 spécialités dans ce camion. Ce camion est conduit non pas par un médecin, mais par une infirmière. Et ce camion va se promener dans les régions rurales, dans les villages ruraux,
de la région Midi-Pyrénées, de la région PACA, enfin PACA c'est Marseille, de la Bourgogne, etc., etc. Nous avons commencé une étude il y a 3 ans. Cette étude s'est terminée avec une cohorte de près de 2000 patients maintenant. Et aujourd'hui, toutes les agences ou toutes les structures responsables de la santé publique en France au niveau régional a commandé entre 1 et 3 de ces camions pour chacune de leurs régions. Donc là, vous voyez un exemple de quelque chose qui va utiliser des technologies satellitaires pour la collecte et la transmission des données entre midi et 14 heures ou 18 heures le soir vers l'hôpital de Toulouse et qui va être bénéfique puisque le coût des 4 examens, amortissement du camion inclus, salaire de l'infirmière inclus, revient à 105 €. Donc 4 examens de spécialité à 105 € sans avoir à se déplacer. Car un des facteurs du trou de la sécurité sociale en France, ce ne sont pas les examens médicaux, ce sont le coût des déplacements que font les patients. Les déplacements dits, entre guillemets, médicalisés. Alors Diabsat, donc c'est un camion qui va avoir ces 5 types de tests, vous voyez, pour étudier le fond de l'œil, chose importante, pour étudier les vaisseaux, pour étudier la sensibilité, pour étudier les points de pression au niveau des pieds, et là aussi c'est de la sensibilité, et pour étudier la fonction rénale. Donc ceci n'est pas du dépistage de diabète, hein. Je le dis bien, c'est du dépistage de complications du diabète. C'est différent. Parce que le diabète, il faudrait le dépister à la population entière, hein, puisqu'il ne fait pas mal. Et on s'en rend compte à l'issue d'une de ces 5 complications. Alors les résultats, ça a commencé en octobre 2010, ça s'est terminé, ça doit se terminer en décembre de cette année. Il y a eu jusqu'au mois de juin de l'année dernière 1500 cas, 1000 cas, on va dire 1000 cas, plus de 3200 tests qui ont été effectués. Et ce qui est extrêmement intéressant à noter, c'est que si on raisonne sur 1000 tests, eh bien il y a eu environ 240 personnes, c'est-à-dire près de 24% des cas, qui ont abouti à une hospitalisation en urgence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne était en train de devenir aveugle, ça veut dire que la personne était en insuffisance rénale aiguë, ça veut dire que la personne avait une angine de poitrine ou une artère qui était en train de se boucher, ça veut dire que la personne avait un mal perforant plantaire, c'est-à-dire un trou dans le pied qui ne guérissait pas. Donc tout ceci a été extrêmement bénéfique et ça répond à un besoin relativement important de la population. Hein. Voilà les pourcentages exacts. Hein. Voilà le coût de développement d'un camion avec tout le matériel inclus et les communications satellitaires et le coût de fonctionnement pour une période de 12 mois avec une infirmière plein temps. L'autre exemple que je voulais vous donner, relève de ce que j'appelle la mousticologie. La mousticologie est une spécialité catalane. Ce sont toutes les maladies qui sont en relation avec des vecteurs volants, que ce soit des moustiques ou que ce soit des oiseaux. Il faut savoir que sur la planète, il y a 3,5 milliards d'individus qui sont dits population à risque, et à risque de 4 maladies. Toutes les fièvres hémorragiques, paludisme, c'est 2 millions de morts par an, quand même, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est 2 millions de morts par an sur la planète, dont la moitié sont des enfants. Ce sont les méningites et c'est le choléra. Ces 4 maladies sont dites environnementaux-dépendantes, c'est-à-dire qu'elles sont en relation avec des modifications environnementales du pays considéré et essentiellement des modifications climatologiques. Et quand je dis de climatologique, ce sont des modifications en relation avec tout ce qui est proche de l'eau, c'est-à-dire les pluies, l'hygrométrie,
la température, qui sont des facteurs qui vont aider à faire apparaître des populations de moustiques. Ce matin, quelqu'un présentait des diapositives sur l'irrigation qui partait, si ma mémoire est bonne, du canal de Suez vers le Sinaï. Eh bien, quand ces trucs-là, quand ces irrigations et quand ces cultures ont été opérationnelles, eh bien, 2 ans après, est apparue la fièvre de la vallée du Rift, qui est une fièvre qui est importée par les bovins, par les camelins, par les ovins, qui venaient du Soudan, enfin, qui venaient de Mauritanie via le Soudan et qui venaient s'installer là-bas. Et donc, il y a eu les premiers cas de fièvre de la vallée du Rift qui ont apparu. Donc, vous voyez, on a modifié cette fois-là artificiellement l'environnement, et ces moustiques avec cette maladie, qui touche à la fois les êtres humains et les animaux, est apparu. Donc, c'est relativement important. Modification climatologique. Jusqu'au jour de Pâques de l'année dernière, en France métropolitaine, c'est-à-dire sur le territoire français, il y avait un seul département qui était dit à risque pour les maladies liées aux moustiques. Eh bien, le journal officiel, via le ministère de la Santé, en a publié 4 autres. Le seul qu'il y avait, c'était les Alpes-Maritimes. Maintenant, il y a les Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Donc, toute la partie sud-est de la France, où on commence à voir les prémices de ce que pourrait être dans 7, 10, 15 ou 20 ans un climat subtropical, avec donc multiplication de vecteurs agents de maladie. Alors, la population, donc, qu'est-ce qui est associé à ces changements climatiques et environnementaux? C'est que la population croît de plus en plus. 50% de cette population, je vous l'ai dit tout à l'heure, est exposée à des maladies associées à des changements climatiques. Je vous ai dit lesquelles. Donc on assiste à la réémergence de toute une série de pathologies avec des épidémies relativement ponctuelles. Ces résurgences d'épidémies entraînent toutes maladies confondues, pas que le paludisme. 4 à 5 millions de morts par an, dont la moitié sont des enfants, c'est relativement important, et avec une mortalité animale de 10 à 15 millions par an. Et là, je vous rapporte les données de la malaria, mais on en a parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, ce problème de changement climatique et d'impact sur la santé est relativement important. Alors, on a mis en place une méthodologie baroque, comme on a à Barcelone un architecte baroque qui s'appelle Gaudi. Eh bien là, on a fait du baroque en téléépidémiologie. Alors, la téléépidémiologie, ce n'est pas la peine de chercher dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Et la téléépidémiologie, c'est quoi? C'est associer un certain nombre de données que l'on recueille au sol dans le département, dans la ville, ou dans la région donnée, ou dans un pays donné. Et ces données vont être associées à des données observées à partir de satellites d'observation de la Terre, mais cette fois-ci à l'échelle du pays ou à l'échelle du continent, en termes de végétation, en termes de pluviométrie, en termes d'hygrométrie, en termes de type de végétation, soit de la végétation qui rampe, soit de la végétation qui monte. Et donc, à partir de là, on va mettre ces données, on va les mélanger, on va les mettre dans une cocotte minute, si vous voulez, et on va sortir une modélisation mathématique qui va nous permettre d'établir des cartes à risque et de dire, voilà, messieurs les ministres du tourisme et de l'agriculture du Sénégal, entre le mois de février 2013 et le mois de mai 2013, la probabilité pour qu'il y ait une épidémie de fièvre de la vallée du Rift ou de paludisme entre Dakar et Tambacounda est de 80%. Donc, mettez en place les moyens de démoustification ou les moyens qui vont aboutir à de l'éradication des moustiques. Alors voilà, par exemple, la fièvre de la vallée du Rift, appliquée au Sénégal. Ceci est une image spot, une image brute du satellite d'observation de la Terre spot, et après traitement et mélange de ces données qui sont purement des chiffres, qui sont des données mathématiques, avec
des données sol sur la médecine, sur les éléments de vétérinaire, sur les us et coutumes, sur la hauteur des mares, sur la vitesse de vidange de l'eau, etc., eh bien, on arrive à établir cette carte. Les zones les plus noires, ce sont les zones où il faut vraiment ne pas aller. Les zones rouges, ce sont celles qui sont relativement à fort risque. Et les zones jaunes, on peut s'y promener en se protégeant bien contre les moustiques. Donc ces cartes peuvent être faites tous les 3 jours à peu près et sont fournies aujourd'hui systématiquement aux organismes demandeurs. Même réflexion pour le paludisme urbain. On arrive aujourd'hui à déterminer dans une ville comme Dakar et dans d'autres villes en Afrique subéquatoriale les endroits où les moustiques, les anophèles femelles, vont prédominer et où sont ces endroits à risque. Et ces cartes sont données également à l'Office du tourisme du Sénégal une fois par semaine. Même chose, ici c'est l'exemple du Burkina Faso, concernant le paludisme, la malaria en zone rurale. Ce type de démarche a pris 7 ans, parce que quand je suis allé voir le chef de projet du programme SPOT, et je lui dis Michel, je pense que les médecins seraient intéressés à étudier les images d'observation de la Terre pour leur pathologie, je croyais qu'il allait me tuer ou me renvoyer du CNES, parce qu'il m'a pris vraiment pour un fou ou un baroque. Mais on a mis 7 ans à démontrer que c'était valide, et aujourd'hui il y a à peu près 22 réseaux qui sont implantés en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Il y a 4 sociétés qui ont été créées, vous voyez, qui ne font qu'uniquement ce type de traitement d'image. 4 sociétés, ce sont des PME, PMI, et avec en moyenne 7 à 10 personnes par société. Donc c'est une réalité et ça le deviendra encore plus réel dans les années à venir. Alors, en conclusion, je dirais que l'utilisation des satellites pour aider la médecine, au moins dans le domaine des épidémies, ou dans le domaine de la désertification médicale et des sites isolés, c'est une réalité aujourd'hui. C'est une très très bonne réponse à l'Organisation mondiale de la santé, notamment en termes de recommandations, surtout en relation avec tout ce qui est l'environnement et le changement climatique. Et en termes de prospection, eh bien, il faut essayer de transférer toutes ces données, tous ces savoir-faire dans les autres régions françaises, dans les autres pays, dans les autres continents. Et il ne faut pas s'obséder par le prix. Parce qu'en fait, le prix aujourd'hui d'une télécommunication via satellite, elle n'est plus de 15 $ les 10 secondes comme c'était avec Inmarsat il y a 7 à 8 ans. Aujourd'hui, on a des tarifs à peu près à 50 centimes d'euros si on utilise du Globalstar ou du Thuraya. Il faut intégrer ces outils ou ces approches dans les systèmes de soins et adapter, bien entendu, aux besoins des patients. Ce sont eux qui décident, ce sont les patients et les médecins qui décident. Ce ne sont pas les ingénieurs qui doivent décider, et encore moins les agences spatiales. Alors, la conclusion de la conclusion, mais ce n'est pas fini parce qu'il y a encore une 3e conclusion. La conclusion de la conclusion, je dirais, si on veut avoir un nouveau paradigme en termes de recherche sociétale dans le domaine du spatial, il faut innover. Il faut innover. C'est vraiment le mot-clé, l'innovation. Et l'innovation, dans le domaine de la santé, c'est encore plus clé. Alors, pour innover, ce n'est pas évident, parce que quand on est conservateur, on ne veut pas innover. Regardez ce qui se passe en France entre M. Copé et M. Filon. Il faut changer, il faut avoir envie de changer. Avoir envie de changer une procédure, avoir envie de changer une approche, avoir envie de changer une mentalité, faire comprendre, comme on a débattu toute la journée, que l'Iran est en mauvaise posture, parce qu'il y a 5-6 personnes qui le veulent, ou 5 ou 6 chefs d'État qui le veulent, pour des raisons peu importe lesquelles, enfin non, pas peu importe lesquelles, mais je veux dire, pour des raisons qui ne sont pas très claires. Il faut avoir une approche utilisateur. Une approche utilisateur, je l'ai dit 2 ou 3 fois, ce n'est pas nous, agents des agences, ce n'est pas nous, médecins, ce n'est pas nous, ingénieurs, ce n'est pas nous, fabricants de satellites, ce n'est pas les
les polytechniciens, les énarques, je m'excuse pour les énarques présents, qui sont dans des cabinets et qui vont décider ce sont les utilisateurs, c'est le fermier, c'est l'agriculteur, c'est le diabétique, c'est le psychiatre. Donc il faut avoir une approche utilisateur et vraiment dans la mentalité, c'est pas au point. Hein. Il faut avoir une approche intégrative aussi, parce que tout ce dont je vous ai parlé, on n'a rien inventé, tout existe. Donc il suffit d'intégrer. Alors on a quelque chose qui est vraiment extraordinaire en Allemagne et en France, c'est le programme Airbus. Airbus, c'est de l'intégration. Il y a un bout d'Airbus qui est fait en Angleterre, un gros bout qui va être fait en Allemagne, un autre bout en Espagne, et puis il y a 2 villes qui se partagent l'intégration, qui sont Hambourg et Toulouse. Et ces 2 villes ont un développement économique, aussi bien Toulouse qu'Hambourg, extraordinaire. Donc il faut ne pas oublier cette approche intégrative et éviter de redemander ce qu'on demande, de réinventer ce qui existe. Il faut avoir des idées révolutionnaires. Plus l'idée est révolutionnaire, eh bien plus elle risque de passer. Plus elle risque de passer. Donc il faut avoir des idées révolutionnaires et ne pas avoir peur de les exprimer. Je reviens au spécialiste des mammouths dont je parlais tout à l'heure. Ce spécialiste, je connaissais très très bien son cabinet, avait à peu près 10 idées par jour. Donc ça fait 40 idées par semaine, ça fait 120 idées par mois, il en sortait une par mois. Ben, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Hein. Mais elles étaient révolutionnaires, ces idées. Et puis il faut être responsable et authentique, c'est-à-dire honnête. Hein. Il ne faut pas demander de l'argent pour satisfaire les actionnaires. Il faut demander de l'argent pour essayer de mettre au point telle ou telle procédure, tel ou tel système. Voilà, donc je crois que j'en ai terminé. Si on regarde l'ensemble de ces données en termes d'application spatiale, alors là, je rajoute à la santé tout ce qui est défense, sécurité, tout ce qui est ressources, c'est-à-dire agriculture, eau, énergie, tout ce qui est transport, que ce soit l'avion, la voiture ou le maritime, et la santé. En France, ont été créés 47 PME en tout, à la date du mois de juillet dernier, avec environ 1250 personnes, toute une trentaine de personnes par PME à peu près, et pas loin de 1 giga-euro, c'est-à-dire 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc quand on s'intéresse à citoyenniser, ce qui se passe non plus comme mot, l'utilisation des satellites dans un but citoyen et je dirais humain, eh bien on peut faire de très très belles choses. Merci de votre attention et voilà, c'est tout. Et surtout, pardon, j'ai oublié, surtout quand même, moi je n'ai pas le mérite, je ne veux pas être applaudi, mais applaudissez les traducteurs et je peux leur dire que je suis prêt à leur donner 2 ou 3 petits pots de paracétamol que j'ai dans ma valise, parce qu'ils ont dû faire un travail admirable. Merci, madame, mesdames et messieurs.